Déstockage Games. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de présentation de réplique d'Airsoft. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter le Lee Enfield numéro 4 Mark 1 de chez Viva Arms. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à remercier Sweet Airsoft, Déstockage Games et 419 Labs, mon ami de chez 419 Labs, pour leur soutien sans qui cette vidéo n'aurait pas été possible. On va d'abord commencer par un petit résumé de l'historique de l'arme originale. Il y a l'évolution directe de Lee Enfield numéro 1 Mark 3, le canon a été légèrement rallongé, le fond du magasin n'est plus arrondi pour faciliter l'usinage. Il a une visée différente, le rendant plus facile à utiliser, et la hausse dispose de deux œilletons, un fixe à 300 yards ou 274 mètres, et un autre peut être réglable en hauteur, allant de 200 à 1300 yards, soit entre 183 et 1189 mètres, gradué par intervalle de 100 yards ou 91 mètres. Il existe plusieurs types de hausses par ailleurs. La hausse montée sur le Viva Arms est une hausse de premier type, Mark 1, et elle est totalement réglable comme sur une originale. Vous allez remarquer une certaine similitude entre cette réplique et celle proposée par Red Wolf Airsoft. En effet, ce sont exactement les mêmes. Le contrat d'exclusivité signé par RWA s'est terminé il y a quelques temps, et Viva Arms a pu de nouveau vendre son matériel sous sa propre marque, et non plus en sous-traitant avec RWA. Donc ne vous méprenez pas, RWA ne faisait que repaquer les répliques en augmentant les prix de 100 à 150 $, mais il n'y avait aucune innovation par rapport à la version développée par Viva. Vous avez déjà pu voir l'unboxing de cette réplique, si ce n'est pas le cas, allez le voir, le lien est dans la description. Ainsi vous pourrez voir ce qui est contenu dans le pack. Vous avez pu voir qu'il y a une étiquette collée sur le bois à l'origine. Pas très esthétique, réglementaire, je n'en doute pas, mais j'avoue avoir un petit peu galéré à l'enlever parce que ça laisse pas mal de traces de colle. Il a fallu que je la finisse à l'acétone. Mais bon, c'est obligatoire pour les douanes, entre autres. On va commencer par le point critique de cette réplique et qui va mettre tout le monde d'accord. Hélas, on va commencer par le prix. Nous sommes à 450, voire même 500 $, sans les frais de port, sans les frais de douane. Aïe! Le taux de sel est critique dans ce prix. Surtout pour l'objet. Bon, je vous spoil pas trop, mais pour ce que c'est, ça coûte cher. Et les gens qui me demandent de manière assez récurrente combien vous allez avoir pour vos frais de douane, regardez sur Google. Si je devais répondre à toutes les questions de ce genre, je ne ferai plus de vidéos, je deviendrai comptable. La réplique pèse 3,1 kg lorsque l'original pèse 4,1 kg, soit une différence exacte de 1 kg. Bon, c'est pas très étonnant vu que nous avons ici globalement du Zamac avec un peu d'aluminium et du bois qui est pas mal, mais c'est pas du bois de cagette façon D-Boy, mais c'est pas non plus du bois d'original en fait. Je pense qu'une vraie peut être adaptée, mais ça va demander du boulot et un budget parce que mine de rien ça coûte cher. Certaines pièces sont en acier, il y en a très peu, mais il y en a, et les autres sont en Zamac. Le canon externe est en aluminium hyper léger, tellement qu'au début j'ai cru que c'était du plastique. Bah c'est con, ils auraient pu gagner quelques grammes en mettant un canon en Zamac par exemple. Mais bon là je crois que c'est de l'aluminium. Au niveau des bois nous avons 4 parties. Une première partie ici, une deuxième partie là. La troisième partie se situe en dessous à l'avant. Et la quatrième partie, il s'agit de la crosse tout simplement. Pour démonter la crosse arrière, il faut d'abord enlever la plaque de couche, puis utiliser un gros embout, un gros et long embout pour accéder à une vis qui va se trouver vers ce niveau-là. Et à noter que cette crosse, avec l'usure, pourra avoir tendance à avoir du jeu à ce niveau-là, au niveau de la rotation. Le pas de vis peut-être est défectueux, je ne sais pas. La plaque de couche à l'arrière est noire d'origine. C'est dommage. Elle doit être couleur bronze ou couleur aluminium, puisque à l'époque, elle était soit en laiton, soit en Zamac. Oui, le Zamac existait déjà. Elle n'a pas de trappe pour mettre l'huilier, c'est là le seul reproche que je peux lui faire. C'est un peu dommage, mais il me semble que ce n'est pas une faute de réalisme. Alors que c'est con, il y a le trou dedans pour accéder à la vis, donc on peut très bien mettre un huilier. À vous de voir si vous voulez adapter une vraie, j'en ai trouvé une en mauvais état. Du coup, je ne l'ai pas adaptée parce que ça valait vraiment pas le coup d'abîmer le bois pour ça, parce qu'elle était vraiment en trop mauvais état. Je vous la montrerai même pas, ce serait honteux. Le garde-main supérieur arrière, ici, n'a pas de strie. J'avoue, c'est un peu dommage.
c'est assez caractéristique de ce fusil, ça aurait été pas mal de pouvoir le retrouver. Mais ce n'est pas une faute de réalisme, a priori j'ai vu plusieurs versions de ce fusil, plusieurs fabrications de ce fusil, qui n'avaient pas les stries sur le dessus. Donc les plus bricoleurs pourront les rajouter, moi, j'ai pas le matos. Une sûreté est présente sur le côté opposé du levier d'armement, ici, sous forme de drapeau. Vers l'avant comme ceci, on peut tirer, vers l'arrière, ça bloque la détente. Vilaine carotte de moulage. Ça ne vous empêchera pas d'ouvrir et de manipuler la culasse et de chambrer une bille par contre. Oui, la culasse peut être manipulée tout à fait normalement, ça bloque juste uniquement la détente. La réplique n'aura pas d'autre marquage que sur la hausse. Là j'avoue que c'est un petit peu dommage, il va falloir donc que vous rajoutiez vos propres marquages. J'ai moi rajouté le marquage sur le côté, numéro 4 MK1. Pour le petit O, je n'ai pas de petit O en lettres à frapper, donc je me suis démerdé pour pouvoir utiliser un 8 et juste la partie du bas. J'ai essayé de rebronzer, ça n'a pas marché. Donc il faudrait que je repeigne limite. Mais ça va se voir quand même. J'en ai donc rajouté ici sur le collier. Et au moment où vous allez frapper ces lettres, faites attention. Nous avons 2 goupilles qui sont de chaque côté de la culasse. Ces 2 goupilles sont susceptibles de tomber au moment où vous tapez. Mettez du scotch dessus pour éviter qu'elle se barre et que vous ne les perdiez. Et après, prenez un scotch pour vous récompenser. La culasse aura un levier d'armement noir et le reste sera chromé. Et nous n'avons pas d'extracteur. Là, c'est un gros point noir de réalisme. Pas d'extracteur comme sur le Moser 98K et le Springfield de chez SNT. C'est vraiment très dommage. C'est en fait un simple tube. Et le ressort est dedans. Ils se sont pas emmerdés à faire plus. C'est con parce que le tube ne pivote pas, ils auraient pu au moins simuler un extracteur. Et pour la teinte argentée, j'ai essayé plein de méthodes, bah ça ne se bronze pas. J'ai même l'impression que c'est du plastique. Bon, c'en est pas, mais ça réagit comme du plastique. La peinture n'est pas une bonne solution pour autant, puisqu'on va avoir plein de frottements. Donc c'est un coup aussi à encrasser votre mécanisme avec les particules de peinture qui vont aller vers l'avant. Donc j'ai pas de solution, va falloir laisser comme ça. Ou remplacer le tube carrément si vous êtes bricolo. Je parlais de la hausse, si vous voulez utiliser l'œilleton instinctif ici, et donc vous devez rabattre la hausse, vous pourrez le faire correctement uniquement si votre hausse est réglée à minimum 600 mètres. Pourquoi? Parce que avant, le curseur vient taper sur la vis de fixation de cette même hausse. Ah, ça c'est un peu dommage, je doute que ce soit réaliste. Réduire cette vis éventuellement, mais bon après pour la démonter c'est galère. Peut-être la remplacer par une vis à laine, mais la fragilité sera peut-être un petit peu plus importante. D'ailleurs il semble que mon œilleton a pris un coup pendant le transport. Hein. Ah, c'est pas globe ça. J'ai décapé la peinture de la hausse puisqu'on peut voir sur des modèles originaux que le bronzage ne tient pas à cet endroit-là. Pourquoi? J'en sais rien. Au niveau du look, évidemment, je n'ai pas pu m'empêcher de le retaper presque entièrement. Vous me connaissez. Parce que à l'origine, il avait cette gueule-là. Donc tout d'abord, le bois, je l'ai décapé, je l'ai reteinté, je l'ai traité avec du fondur puis de l'huile de lin, et voilà, c'est tout. Après, pour le bronzage, il y a uniquement certaines parties que j'ai décapées pour rebronzer, à savoir cette partie ici, à savoir également cette partie à l'avant, cette partie-là, cette partie-là, cette partie-là, parce que le reste c'est brut de décoffrage. Mais bon, toujours est-il que déjà la peinture de base est quand même très jolie, ça, il n'y a rien à dire. Par contre, j'ai dû réajuster à ce niveau-là, puisque nous avions un écart encore plus important que celui-là, entre le bois et le collier que nous avons ici. C'est un écart qui est vraiment très moche. Donc j'ai dû attaquer à ce niveau-là pour pouvoir réajuster le bois correctement. Depuis, j'ai un misfeed qui va arriver régulièrement, c'est que le chargeur n'est plus exactement aligné avec le puits de chargement, donc de temps en temps, je vais tirer à vide, il va falloir que je décale le chargeur, juste un tout petit peu avec le doigt ou avec la main, jusqu'à entendre un petit zzz. C'est les billes qui remontent dans le puits d'alimentation. Évidemment, j'ai dû rebronzer là où j'ai frappé mes marquages, mais il semblerait que les originaux, ils étaient bronzés et certains étaient peints par-dessus. C'est pour ça que je n'ai décapé qu'en partie. Après, c'est à confirmer. Ça peut être aussi un traitement après-guerre de les repeindre. J'avoue que je ne suis pas sûr à 100% de ce que je dis. Les originaux étaient bronzés. Alors, soit tu vas te prendre un procès par SOS Racisme, soit tu vas te prendre un procès par les beaufs qui aiment les bronzés. Il vous faudra ajouter un accessoire, une bretelle en toile,
c'est ici une originale qui est parfaitement compatible avec la réplique. Et le seul truc qu'il vous faut savoir, c'est qu'en bas, il vous faut 4 doigts entre la boucle, ici, et le passant. 4 doigts. C'est ce que je mets dans ta sœur. Et j'ai trouvé la mienne pour 35 €. Après, l'avantage de ce fusil, c'est qu'il pouvait être britannique ou canadien. Donc, à vous de rajouter la marque du constructeur sur le levier de sûreté. Moi, personnellement, j'ai choisi de le faire britannique, à savoir de Birmingham. Pour me la faire, pourquoi pas, à la Peaky Blinders, hein. Le numéro 4 n'existait pas encore à cette époque! Ouais, bon, c'est pas grave. Bon, on a parlé de l'extérieur, nous allons maintenant passer à la partie interne, et à savoir la partie purement airsoft. Je vous l'ai donc un petit peu montré, c'est un spring, donc il va falloir réarmer manuellement avant chaque tir. L'armement se fait au moment où vous tirez. Clic, ah yeah, je suis armé. Le levier d'armement est libre, ce qui veut dire que là je peux refermer la culasse en ayant le levier d'armement baissé. C'est pas réaliste, il y a quand même une bille, un ressort qui l'empêche de trop pivoter dans tous les sens, mais honnêtement c'est pas suffisant. Donc j'avoue que là c'est une grosse faute de réalisme et des fois ça peut même être dangereux. Autre truc pas réaliste, la noix de culasse sera complètement fixe, donc vous pourrez tirer, ça ne bougera strictement pas. C'est vraiment dommage là pour le coup. Et la culasse, vous avez pu l'entendre, au moment où vous armerez, fera un bruit de film d'horreur. Un bruit de porte qui grince. Et encore là, c'est parce que j'ai mis de la graisse dans le mécanisme. Sinon, au début, c'était encore pire. En tout cas, c'est vraiment pas un bruit encourageant du tout. Mais pourquoi ces bruits de ressort? Tout simplement parce que des ressorts, il y en a deux. Un ressort principal qui sera dans la culasse, normal, avec piston, tête de piston. Et le deuxième ressort, lui, partira d'ici pour aller jusqu'à la chambre. C'est en fait le système qui permet aux billes de remonter du chargeur vers le bloc hop-up, ce qui nous évite d'avoir 15 billes ici qui resteraient bloquées en fait. Donc nous avons un système d'ascenseur grâce à ce ressort. L'inconvénient, c'est que ce ressort, il n'est absolument pas guidé. Donc, à un moment ou à un autre, vous aurez ce ressort qui potentiellement pourra se barrer en couille. Et au moment de la courbe, la tranchée devient tunnel, et à ce moment-là, le ressort peut taper sur le tunnel et se tordre définitivement. Bon, c'est peut-être pas forcément facile à comprendre comme ça. Ça, c'est le ressort avec la tranchée. Donc sur quelques centimètres, on sera sur une tranchée, puis on passe sur un couloir. Si le ressort n'est plus exactement dans l'axe, ça va taper contre le sommet du tunnel. Et à ce moment-là, si vous tapez fort, le ressort va se tordre. Et une fois qu'il sera tordu, pour le retordre dans l'autre sens, bon courage. Et en fin de compte, ça m'est arrivé 2 fois d'avoir ce problème, alors que je l'ai que depuis 3 semaines. Ce problème, vous l'aurez parce que, ici, à un moment, ça risque de bloquer. Voilà, là, si par exemple, là, ça bloque, et que vous y allez comme un bourrin, c'est pas du tout la bonne solution. Si vous avez un problème à ce niveau-là, il va falloir reculer la culasse, et puis y aller par petits coups, jusqu'à ce que le ressort passe, et à ce moment-là, ça pourra se refermer comme il faut. C'est la grosse faiblesse de ce fusil, c'est la raison pour laquelle Sweet Airsoft a renvoyé ces 7 exemplaires qu'ils ont reçus. Évidemment, le constructeur Viva Arms est au courant de ce problème. En fait, ils m'ont répondu pas plus tard qu'hier, en me disant « on vous renvoie un ressort de rab ». Bon, ça peut toujours servir. Le mien, j'ai réussi à le retordre comme il faut. Un nouveau système est déjà développé et sera disponible sur les prochains modèles. Après, ce ressort, en tant que ressort en lui-même, n'est pas indispensable. Vous mettez un gros flexible qui fait la bonne épaisseur, 6 mm, qui fait pile poil la bonne longueur, et vous le fixez à la tige qui va faire le mouvement, le travail sera fait exactement de la même manière. C'est juste que là, ce ressort constitue une grosse faiblesse de cette réplique. Mais si j'en crois le constructeur Salut Justin, à ce moment-là, on devra avoir ce problème de corriger sur les versions que vous pourrez acheter. Donc, pourquoi pas remplacer par un truc solide, genre un Scooby-Doo par exemple. Sammy, le méchant, il veut m'emprisonner dans un couloir sombre. Pour pouvoir retordre mon ressort dans le bon sens, il a fallu que je le chauffe un peu et que j'aille carrément à la pince. Parce qu'il est très costaud ce ressort, il se tord facilement mais il est costaud. Comme toi. Ouais, t'es costaud, mais t'es sacrément tordu. Et donc j'ai eu la tentation de lubrifier ce ressort pour qu'il glisse plus facilement dans son couloir. Grave erreur. Ne faites surtout pas ça. Puisque, évidemment,
dans ce couloir, il y a les billes qui y passent. J'ai pourri ma réplique avec de l'huile de partout et il a fallu que je la nettoie, que je la démonte 2-3 fois pour pouvoir intégralement la nettoyer. Et même encore maintenant, je vais avoir des billes qui vont sortir de la couleur noire. Mais bon, j'ai voulu faire comme dans les films de gladiateurs, hein. J'ai vu une courbe, j'ai voulu mettre de l'huile dessus. C'était chaud. Alors, les filles prêtes pour l'impact. Et donc, conséquence, les billes tombaient après 5 mètres. De temps en temps, j'en ai avoir 2 ou 3 qui vont remonter en même temps dans le couloir. Et certaines vont même retomber sur l'emplacement de la culasse, donc attention au moment de refermer, ça peut faire mal. Mais du coup, même résultat si vous voulez enduire le piston. Ouh, je suis dégueulasse, je m'enduis le piston. Si vous voulez lubrifier votre piston, il va falloir utiliser de la graisse solide. Si vous utilisez de l'huile, eh bien, la gravité faisant son travail, ça va tomber dans le couloir d'alimentation. La réplique fonctionne grâce à des chargeurs de 30 billes. Enfin, 26 plus 4, puisque nous aurons 4 billes qui resteront coincées dans le chargeur, qui ne pourront pas être remontées une fois que vous aurez tiré toutes vos billes. Après, ces billes, vous pourrez les tirer quand même, mais pour ça, au moment où vous armez votre culasse, une fois qu'elle est en arrière, il va falloir basculer votre fusil à plus de 90 degrés, vous ramenez un tout petit peu la culasse, et à ce moment-là, vous pourrez repasser dans le bon sens pour armer correctement. Chaque chargeur peut se trouver pour 30 € environ, ils sont en métal et ont le sommet en plastique, donc tout l'intérieur en plastique aussi. À voir, l'usure au niveau des lèvres, peut-être que ça pourrait être un point qui sera une faiblesse avec le temps. Bon, après j'ai tiré entre 200 et 300 billes avec ce fusil pour le moment. Je vois juste des petites marques, mais pas de traces de faiblesse réelles. Donc si à un moment ça pète, je ferai une vidéo rien que pour ça. Une vidéo sur des lèvres déchirées, t'es sûr? Tu vas te faire striker, fais gaffe. Pour que ça fonctionne bien, il va falloir que vous engagez votre chargeur d'abord à l'avant, vous enfoncez, et ensuite à l'arrière, jusqu'au moment où vous verrez le levier ici reprendre sa position initiale. Il va falloir peut-être taper un peu sur l'arrière, surtout si c'est mal ajusté comme sur le mien. Mais tant que vous n'aurez pas le bouton d'éjection du chargeur ici qui revient à sa position normale, attention, vous serez susceptible de perdre votre chargeur. Régulièrement, j'ai des bourrages, donc baladez-vous toujours avec une tige de nettoyage des bourrages. Ce n'est réellement pas une option. C'est con parce qu'elle n'est pas fournie dans le pack. Tu veux voir ma tige de débourrage? Oui, j'ai déjà bousillé une séance de tir comme ça. En fait, ma première séance de tir en vidéo, elle a été écourtée parce que j'avais une bille qui était coincée dans le canon. Et même en débloquant le hop-up au max, elle était bien bloquée. Le nozzle est visible lorsque vous ouvrirez la culasse, ce qui vous permettra, le cas échéant, de pouvoir accéder aux billes et éventuellement même de pouvoir doigter votre hop-up. La pièce sous la culasse est un rail en zamac. À voir si c'est fragile avec le temps. Normalement, non. Enfin, oui, mais il y a peu de tension dessus. C'est pas comme la culasse du D-Boy qui va être en zamac et fragile. Je pense que au niveau de la conception, ça va être la pièce la plus fragile de cette réplique. À part le ressort à la con évidemment. Toutes les vis de cette réplique devront être revues et bloquées avec du frein filet, sinon vous allez avoir des problèmes. Surtout le nozzle pourra avoir tendance à se dévisser tout seul, ça m'est arrivé au bout de 150 billes, et donc je ne pouvais plus accrocher la culasse en arrière, vu que le nozzle s'étant avancé légèrement, le mécanisme aussi. Si votre culasse est ouverte, comme ici, attention, n'appuyez surtout pas sur la détente, il n'y a pas de sûreté. Là, si j'appuie sur la détente, la culasse, elle se referme d'un coup et ça tire. Donc là, le ressort du couloir d'alimentation, le ressort défectueux, pourra prendre un sacré coup dans la gueule si vous n'avez pas de chance et qu'il n'est pas aligné. Alors qu'à la main, si ça bloque un peu, on peut rattraper le coup. Et en plus, ça peut vraiment faire mal au mécanisme. Non, honnêtement, ne laissez jamais votre culasse ouverte si votre doigt se balade du côté de la détente. La réplique dispose d'un hop-up, mais il est galère à accéder. Pour y accéder, il faut enlever la grenadière ici, où elle est serrée au max, et enlever le garde-main supérieur de l'arrière. En début de partie, lorsque vous voulez régler votre hop-up en fonction du bon grammage de billes, en fonction du vent qu'il y aura, eh ben ça va franchement être galère, parce qu'en plus vous risquez de perdre la vis qu'il y a là, avec son petit boulon, ce serait con. Ce que je peux vous conseiller, c'est de ne pas mettre le garde-main supérieur tant que vous ne serez pas sur le terrain et sûr que votre réglage hop-up il sera bon. On va maintenant passer au test chrony à la 0,20 en sortie de boîte, puis à un test de tir à 15, 35 et 40 mètres, et enfin à un test de portée.
cool. J'ai le pied. Ça le prix de vent quand même. Hein. Ah, c'est la folie. Là aussi. Et on va encore faire un test de portée. Par contre, n'utilisez pas des billes plus lourdes que de la 0,30 parce qu'après, vous aurez des bourrages parce que votre hop-up sera trop serré. J'avais une blague pédophile, mais je vais me retenir. Mais on peut voir que malgré le vent, les résultats ne sont pas complètement dégueulasses. Un petit canon de précision ne ferait pas de mal, j'avoue. Ouais, mais ton banquier, lui, ça va lui faire mal. Et dernier accessoire que vous pourrez rajouter, ici c'est une repro de baïonnette pour numéro 4 MK1 qui passe en forçant un peu. J'avoue, il a fallu que je tape un peu pour enlever la peinture de l'aluminium, mais une fois que le truc est ajusté, là on peut voir que ça ne bouge pas. Bon, c'est une vraie baïonnette, hein, même si c'est une repro, ça reste du vrai acier, ça va pas casser hein, si vous mettez ça dans un bonhomme. Elle est tellement bien reproduite que nous avons un marquage dessus. Avec le bouton de déverrouillage, il va falloir presser pour pouvoir l'enlever. Et l'autre alternative, et là je remercie mon ami Echo de chez 419 Lab, donc vous pourrez retrouver ce type de baïonnette en lien dans la description. C'est donc une baïonnette en impression 3D avec une lame souple, donc parfait pour du GN, du roleplay, de l'airsoft, et qui fonctionne exactement comme la vraie. On la met dans la bonne encoche, on appuie et on pivote, avec le bouton de déverrouillage pour pouvoir débloquer la baïonnette ensuite. Le seul inconvénient qu'il y a, c'est que ici, nous n'avons pas de butée. Alors il faudrait que je vois exactement comment est faite la vraie pour pouvoir transmettre à Echo la petite modification à faire. Ça ne va pas du tout vous empêcher de tirer avec votre réplique et de vous servir de la baïonnette pour de l'airsoft. Et donc voici ce qui conclut cette vidéo de présentation de réplique d'airsoft, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner et à partager cette vidéo. Je tiens à remercier Sweet Airsoft pour la réduction qu'ils m'ont accordée pour ce fusil, Destockage Games pour les consommables qui m'ont été fournis pour cette review, et 419 Lab, mon ami, pour le cadeau de la petite baïonnette. Mais si vous aussi voulez me soutenir, n'hésitez pas à aller voir ma page Tipeee et MyTip, ils sont tous les deux dans la description. Ainsi vous pourrez m'aider que ce soit sur la forme ou sur le fond de mes vidéos. Quant à moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo de présentation de réplique d'Airsoft, de réplique de Nyx, d'uniforme et de VIP. Salut! Destockage Games.